Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. La nouvelle est tombée ce jeudi comme un coup près. Il s'agit en effet d'un scandale financier portant sur un montant de 20 millions d'euros. C'est l'actuel ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle qui se trouve impliqué dans cette affaire. On en saura davantage dès le début de ce journal. Et puis la rentrée scolaire est prévue pour ce 1er décembre et elle intervient dans un contexte économique contraste. Des parents d'élèves se plaignent de la cherté des prix des fournitures scolaires. Reportage à suivre également dans cette édition d'information. Et le traditionnel rendez-vous interviendra en fin de journal, la page sport avec Alcini Baldi. Encore une fois, bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par cet élément. 2 morts et des dégâts matériels. C'est le bilan d'un accident de la circulation ce jeudi à Yimbaya. Il s'agit d'une moto et une voiture RAV4 qui sont rentrées en collision. Rosaline Gotomonemu et Yakuba Traoré. L'accident s'est produit juste entre Yimbaya base militaire et permanence. Le bilan est lourd, 2 morts sur place. Selon les témoins, l'accident est dû à une collision entre une moto en partance pour Amdalaï et une RAV4 en provenance du port autonome de Conakry. Le choc a été fatal pour les 2 personnes qui étaient sur la moto. C'est l'un de mes voisins même. Ils sont à la parc. Il était avec son gardien du parc. Maintenant, eux, ils venaient comme ça. Maintenant, il y avait un véhicule qui était devant eux. Ils voulaient dépasser le véhicule là. Maintenant, le RAV4 venait toute pompe. Le RAV4 venait au deuxième voie, quoi. Donc, ils se sont rencontrés. Quand ils se sont rencontrés, le monsieur, c'est son visage qui a pris la devanture du RAV4. Le gardien qui était derrière lui, il a sauté. Il a sauté au moins jusqu'à 5 mètres comme ça. Il est tombé sur son cou. Ils sont tous décédés. Les citoyens de Yimbaya demandent aux autorités d'annuler le système des 2 voies sur ce axe. À les entendre, cela est souvent source d'accidents. Selon ce jeune, c'est au total entre 27 et 28 personnes qui ont péri dans un accident à cet endroit précis. L'appel que moi j'ai lancé à l'autorité guinéenne, ils n'ont qu'à prendre leurs dispositions pour annuler les 2 voies là. Vraiment les 2 voies là. Moi, ce que moi j'ai constaté sur l'axe là, ça fait la 27e personne qui se sont décédées. Personne n'a fait l'accident sur les 2 voies là. Ici d'abord, pour le moment, qui s'est levé. Le propriétaire du véhicule a été mis à la disposition de la police routière pour des fins d'enquête. Je vous le disais en titre, 28 milliards de francs guinéens n'ont justifié plus de 100 milliards de déficit alors qu'elle était directrice administrative et financière au ministère de la Santé et plus de 56 milliards prétendument détournés au moment où elle était DAF au ministère de l'Agriculture. Tout ça, c'est au compte de Dienab Dramé alias Zenab Nabaya, actuellement ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi et directrice adjointe du directoire de campagne du candidat Alpha Condé lors de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. Suivez les détails avec Daouda Mohamed Kamara. Ce sont des révélations d'une source proche d'une commission émanant du cabinet présidentiel, à en croire le site d'information Guinée News. Pour commencer par le cas le plus récent, pour l'organisation des examens nationaux au compte de l'année 2020, le ministère aurait demandé 27 milliards de francs guinéens. Mais tenez-vous bien, la ministre Zenab Dramé aurait majoré ces montants à 43 milliards de nos francs. C'est là, soit une augmentation de 65,38% du montant initial. Dans tout ça, sur les 43 milliards de francs guinéens débloqués des comptes du Trésor public pour l'organisation des examens, elle n'aurait donné que 15 milliards au chef service des examens et contrôles qui ne suffisaient pas pour l'organisation des 2 semaines d'examens théoriques et pratiques. Zenab Nabaya, selon cette source, a empoché toute seule et ses complices 28 milliards de francs guinéens au lieu de les retourner dans les caisses de l'État. Toujours sur les traces de Dame Dramé, les enquêteurs ont débusqué un déficit de plus de 100 milliards
milliards de francs guinéens quand elle était encore DAF au ministère de la Santé. Auquel déficit s'ajoute celui du ministère de l'Agriculture où l'équipe d'enquête a établi un montant de 56 milliards de francs guinéens subtilisés quand elle y était DAF, a ajouté cette source tout en indiquant que tous ces biens en Guinée et à l'étranger ont été recensés et remis au président de la République. Comme si tout cela ne suffisait pas selon les enquêteurs, avec la complicité du ministère du Budget, elle aurait négocié et obtenu un crédit supplémentaire de plus de 35 milliards de francs guinéens pour, dit-on, équiper les centres de formation professionnelle de Kankan, Kouroussa, Kerouane, Sigiri et Nzirekore. Sachant que cette rubrique relève du volet investissement du budget national et de facto de la ministre du Plan et du Développement économique qui semble être regardant des procédures, elle aurait bypassé celle-ci pour utiliser la complicité du ministère du Budget via une lettre adressée au ministère du Budget dont le site d'information dit détenir copie pour contourner la Direction nationale des investissements. Par ailleurs, des montants subsidiaires d'aide, notamment 1,3 milliard de francs guinéens de l'AFD dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et un autre montant de 15 milliards de francs guinéens décaissés et payés à la ministre au compte du ministère de l'Enseignement technique au titre de primes de séparation dont aucun cadre du département n'en aurait entendu parler. Face donc à toutes ces accusations, la ministre sur son compte Facebook dit, je cite, « J'insiste, je n'ai rien à me reprocher ni à cacher. Le moment venu, la vérité sera connue de tous et Dieu rendra justice, s'en est-elle remis. » Et comme il fallait s'y attendre, la ministre Zainab Dramé n'a pas tardé à réagir face à ces accusations portées contre sa personne. Dans un post sur sa page Facebook, elle assure qu'elle n'a rien à se reprocher ni à cacher. Elle dénonce une campagne de dénigrement en vue de la formation du futur gouvernement et demande à ses accusateurs de prendre son poste sans toucher à son honneur. Et puis, pour être tout à fait complet sur ce dossier détournement, au sortir du Conseil des ministres ce jeudi, le gouvernement a déploré la diffusion d'informations diffamatoires sur un membre du gouvernement autour d'un détournement qui porterait sur des montants faramineux sans en apporter la moindre preuve. Le Conseil encourage la HAC à veiller à l'application des règles d'éthique et de la déontologie ainsi qu'au respect des dispositions pertinentes de la loi sur la liberté de la presse. Parlons santé maintenant. Une équipe d'experts russes était l'hôte de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire hier mercredi. Il a été question de présenter un éventuel vaccin de lutte contre la Covid-19. C'est une démarche qui va également permettre à la Guinée et la Russie de consolider davantage leurs relations séculaires. C'est un reportage de Antoinette Dédé Onivogui et Abdoulaye Kamara rendu par Zainab Bangoura. Une délégation de chercheurs russes était ce mercredi dans les locaux de l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour présenter un éventuel vaccin contre la Covid-19. Elle contribue également à la consolidation des relations séculaires entre la Guinée et la Russie. Toujours à côté de notre peuple pour appuyer le gouvernement, nos différents gouvernements, dans son effort de développement et de préservation. Donc ceci dit, ce nouveau vaccin qui a été fabriqué et produit par la Russie donne beaucoup d'espoir aux Guinéens qu'on pourra éventuellement acquérir dans les mois qui suivent. Le vaccin Spokinine, c'est son nom. Il a des composantes très efficaces, renchérit le directeur de l'agence. Les caractéristiques nous rassurent parce que déjà je suis les essais sur ce vaccin à partir de leur pays. Je reçois régulièrement des informations. La nouvelle ici qui nous a beaucoup réjouis parce que les premiers vaccins qu'on a pris, il faut les conserver à moins 75-80 degrés. Donc ils viennent de nous dire qu'eux, ils ont deux formes. La forme en solution peut être conservée à moins 18 à moins 20 degrés, qui est la température de nos congélateurs. Et aussi, ils fabriquent du vaccin lyophilisé, c'est-à-dire le vaccin en poudre, qui peut être vacciné autour de la température de plus 4 degrés. Donc nous pensons qu'avec le climat chaud de la Guinée, cette forme lyophilisée, dans le futur, va nous convenir. Au sortir d'une réunion technique de 3 heures,
Le représentant du ministre de la Santé promet d'engager des démarches administratives pour que la Guinée puisse se procurer ce vaccin afin de réduire les risques de contamination. Si jamais ce vaccin arrivait à être homologué de façon rapide, comme nous puissions déjà entamer pour la population de Guinée déjà les procédures administratives qui s'imposent. 13 000 personnes sont déjà vaccinées du côté de la Russie et ces résultats sont vivement attendus avant que la Guinée ne passe à son expérimentation sur sa population. Économie, et dans cette édition, la Guinée pourrait intégrer en janvier 2021 la zone de libre-échange économique africain. L'objectif pour les autorités est de mieux vendre la production locale. Pour ce faire, quels sont les avantages d'une intégration? Quel est le chemin à suivre par les industriels? Des éléments de réponse dans ce reportage de Djibril Ba et de Tierno Sadouba. Le développement industriel dans les pays africains est une condition indispensable d'une croissance soutenue et inclusive. L'industrie accroît la productivité en introduisant de nouveaux équipements et de nouvelles techniques. Elle améliore ainsi l'efficacité de la main-d'œuvre et crée de nouveaux emplois. Les décideurs africains ont compris et créé une zone de libre-échange économique, ce qui ne laisse pas indifférents les autorités guinéennes. C'est un gros avantage d'être dans la ZLECA parce qu'aujourd'hui, des pays comme les nôtres, nous pouvons aussi pouvoir exporter et aussi c'est une source d'entrée de devises pour la Guinée. Donc il faut noter que c'est très important. Et au niveau de la balance commerciale, c'est quand même quelque chose qui va être encore plus intéressant. L'intégration de la Guinée dans la ZLECA comporte de nombreux principes que les industriels devront adopter. La célébration donc en différé de la journée industrielle africaine, les 9 et 11 décembre, est une occasion pour le département de l'industrie d'explorer la faisabilité d'une telle initiative. Et quand on sent qu'il y a la concurrence, c'est à l'avantage du consommateur. Donc le prix sera impacté forcément et ça va aider aussi à ce qu'on rehausse le niveau de nos industries, notamment ou de nos industries en termes de qualité, de normes, d'infrastructures. La Guinée veut s'affirmer à travers ses ressources, notamment la bauxite. Cela est possible dès janvier 2021, selon le directeur national de l'industrie. Un exemple, si aujourd'hui on se dit que voilà, nous sommes dans un marché comme le marché de l'automobile, nous allons compter un fait qui est important. Il faut que la Guinée puisse au moins pouvoir produire l'aluminium ici en Guinée à travers la bauxite au lieu de l'exporter. Nous allons peut-être avoir une unité qui va carrément extraire l'alumine. L'histoire de la zone de libre-échange économique débute en janvier 2012. C'est une idée qui a motivé les chefs d'État africains réunis lors de la 18e session de l'Union africaine. Le processus de négociation est lancé en juin 2015. L'Observatoire de la rencontre africaine de défense des droits de l'homme a rendu public ce jeudi son rapport final d'enquête sur la présence d'apatrides en Guinée et au Burkina. Selon ce rapport, aucun cas d'apatridie n'a été détecté sur le sol guinéen, mais par contre, plusieurs personnes sont exposées au risque d'apatridie. André Moussi, Milimono, Mohamed Alousseni, Camara. L'apatridie est cette situation dans laquelle se trouve une personne n'ayant aucun lien juridique avec un État, donc ne possédant aucune nationalité. Ces acteurs de la société civile guinéenne, après 3 mois d'enquête à Conakry et en région, ont constaté que la Guinée regorge de nombreuses personnes exposées au risque d'apatridie. Pratiquement, nous n'avons pas rencontré des personnes apatrides en tant que telles, comme je vous ai dit. Mais nous avons rencontré des personnes potentiellement exposées. C'est-à-dire les personnes qui sont là, qui étaient là depuis plus de 10 ans, 20 ans, qui non seulement qui n'ont pas accepté de s'intégrer en Guinée, c'est-à-dire avoir la nationalité guinéenne, ils n'ont pas non plus accepté de se retourner dans leur pays d'origine et ils étaient là dans l'attente, dans l'espoir d'être réinstallés comme à un moment donné ACR le faisait vers les années 90 jusqu'en 2000 et généralement qui se faisait dans les pays occidentaux et chacun rêvait à être réinstallé. À la suite des enquêtes, ils ont procédé aux propositions de solutions à l'endroit des personnes exposées au risque d'apatridie en Guinée. Nous avons commencé après le rapport à sensibiliser ces personnes, soit qu'ils acceptent de retourner ou qu'ils acceptent de s'intégrer. Ça ne sera pas pour vous, mais pour leurs enfants quand même de les protéger. Et en même temps,
mener les plaidoyers auprès des États aussi, d'accepter d'accorder la nationalité de l'État. Et d'ailleurs, c'est l'objet de la déclaration de Banjul. Ils ont par ailleurs invité les populations guinéennes à enregistrer les naissances le plus tôt afin de doter les enfants d'extraits d'actes de naissance, ce qui éviterait des cas d'apatridie. La lutte contre la désertification et le changement climatique en Guinée, la Fédération nationale des professionnels de la filière bois en fait son cheval de bataille de sa création en 2014. À nos jours, elle a procédé sur toute l'étendue du territoire national à un reboisement massif. Dans quel état ces sites reboisés se trouvent-ils aujourd'hui? Une mission du Bureau national de la dite structure séjourne à l'intérieur du pays pour toucher du doigt les réalités. Reportage Malik Sangiana Kamara. 10 arbres plantés pour un arbre coupé, c'est la politique de la Fédération nationale des professionnels de la filière bois. Cela n'est pas un simple slogan. À Sangiana, dans Kouroussa, le bureau préfectoral a réussi à créer une forêt de plus de 18 hectares. Nous avons pris un engagement face au gouvernement. Parce que c'est nous qui consommons le bois, il est de nos droits de remettre ce que nous consommons pour qu'il y ait toujours un équilibre sur le plan environnemental. Sur les sites reboisés de Sisela et de Banfele, on retrouve de différentes essences de plants à croissance rapide pour lutter contre la déforestation. Un engagement pris par cette fédération vis-à-vis du gouvernement guinéen. Moi, j'aimerais que l'engagement que la fédération a pris devant l'État soit quand même respecté, comme c'est respecté, mais c'est encore appuyé encore de plus. Donc franchement, je suis content. À Cancan également, le bureau préfectoral de la filière bois est à pied d'œuvre pour restaurer le couvert végétal. Pour l'entretien et le suivi des sites reboisés, l'accompagnement des communautés ne manque pas. Donc au boulot anya hami iriko la anya balo baro kaban kana ya ka duturu andana men noro ulba bang an fene kana ba an fene an den yesi an ka fo benyeli raison lolu meni be sebe lonina kanina kanda ta kana seyan fo kana seyan fo kala kanda la kana yerema anya la trala ni semamba ke hoti gine ka forest no hoti gine ole dumanye. Cette visite de terrain est mise à profit par le chef de mission pour sensibiliser les acteurs à une exploitation rationnelle de cette ressource naturelle indispensable dans la vie de l'homme. Les feuillages que nous voyons là, ça filtre l'air que nous respirons. Donc avec ça, il faut toujours planter le bois pour pouvoir vraiment respirer bien. Et pour l'exploiter, nous demandons à tous nos démembrements de mener en sorte qu'il n'y aura pas la sécheresse dans notre pays. Et c'est pourquoi on a demandé l'exploitation rationnelle et que chaque fois qu'on est en train de couper, il faut restaurer. C'est pourquoi nous avons demandé, alors, tu coupes un arbre, pour le faire, dès que tu le projettes, tu plantes d'abord 10 arbres. Donc quand tu as 10 arbres plantés, là tu vas projeter maintenant pour couper un arbre. Parlons éducation à présent. À quelques jours de la rentrée scolaire, il faut dire que les préparatifs vont bon train au niveau des services de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Le test de dépistage des cadres du département et les enseignants évoluant dans les établissements agro-effectifs après fin cette semaine. Au même moment, à Kaloum, les responsables de l'éducation se disent prêts pour la rentrée des classes le 1er décembre prochain. Le constat avec Ali Badara Kamara et Ibrahima Souri Kamara. Pour la rentrée scolaire 2020-2021, 5000 élèves sont attendus dans la commune de Kaloum. Le 1er décembre, date prévue pour la rentrée des classes. Ici, 3 établissements sont en chantier. À l'école primaire de la gare, l'heure est au revêtement des salles de classe et les différents bâtiments de l'établissement. Selon le directeur communal de l'éducation, les préparatifs sont à 80%. Ce, bien que la finition des travaux de rénovation de certains établissements traîne encore. L'évolution des préparatifs doit tourner autour de 80%. Parce que actuellement,
Ils ont donné les cahiers, nous sommes en train de les répartir dans les écoles. Les cahiers vont venir au fur et à mesure que les choses arrivent. On va les redéployer sur le terrain. Pour une rentrée, aujourd'hui même, on a reçu le calendrier scolaire élaboré par l'inspection générale de l'éducation. À l'école primaire d'Almamia, la rentrée pourrait bien rencontrer des surprises désagréables. Ici, les travaux de réfection des toilettes, des salles de classe et même de la résidence du directeur sont loin d'être achevés. Selon le responsable de l'entreprise en charge des travaux de rénovation, le préfinancement expliquerait ce retard. Sur la question, le directeur général du Service national des infrastructures et équipements scolaires donne les explications. Les entreprises n'ont pas bénéficié de l'intégralité du financement. Vous savez, nous finançons les chantiers au prorata de l'évolution. C'est un système de décompte. Quand tu avances à un niveau donné, et puis l'État décaisse au prorata de l'évolution du chantier. À ce jour, le Service national des infrastructures scolaires et équipements a 400 salles de classe en rénovation dans la capitale et à l'intérieur du pays. Le directeur général, conscient de la forte densité de la population scolaire dans certaines localités du pays, promet d'y faire face avec l'appui de l'initiative présidentielle. Donc le gouvernement, à travers ce projet présidentiel, et ce projet va avoir non seulement cet objectif de construction des écoles dans ces zones, mais en termes de qualité, ça décongestionnera les effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Lancé il y a quelques semaines, le test de dépistage des cadres de l'éducation n'a pas atteint à l'objectif visé. Sur les 800 cadres concernés, seulement 400 ont répondu présents. De l'autre côté, 3 communes regorgeant les enseignants évoluant dans les établissements agro-effectifs ont reçu les opérations de dépistage, selon le directeur national de la santé scolaire. Les communes de Kaloum, de Dixine, elles, attendent encore ces opérations de dépistage. Et puis la gestion de la plage de Takonko, aujourd'hui source de polémique entre les membres de l'association des jeunes pour le développement de Ratoma Centre. Au centre de la polémique, l'utilisation des ristournes versées par l'investisseur à cette association de jeunes. La JDRC, c'est le sigle, est divisé en 2 groupes et du coup, les autorités de la commune interdisent désormais leur accès au lieu par un arrêté après des bagarres qui ont fait des dégâts matériels et des arrestations. Mariam Foudé Camara et Amara Lex Silla ont rencontré les différentes parties pour en savoir plus. Reportage. Cette discorde entre les membres de la JDRC date de plusieurs années suite à la mauvaise gestion des fonds versés par l'investisseur. L'accord signé entre l'investisseur et les membres de la JDRC stipule que les deux ont la charge de gérer les tickets d'entrée à la plage. Selon cet accord, les bénéfices seront repartis comme suite, 70% aux partenaires et 30% pour la JDRC. Mais selon nos informations recueillies au téléphone par Bouba Camara, membre de l'autre faction de la JDRC, le premier groupe avec à sa tête Ousmane Bangoura aurait débloqué un montant de 20 millions de francs guinéens sur le compte bancaire de l'association sans l'accord de tous les membres. La première fois, on a mis une somme de 56 millions à la banque de 30% pour la jeunesse. Une deuxième fois, avant l'arrivée de Corona, la situation de Corona, la plage a travaillé 19 millions. 19 millions, mes amis se sont donné la main, aller voir les investisseurs, réclamer les 19 millions sans l'avis du président de l'association, de la jeunesse et le vice-président. Ousmane Bangoura rejette d'un revers de la main cette version. Pour lui, Bouba Camara est un espion qui travaille pour l'investisseur afin de diviser les membres de l'association. Nous ne sommes pas divisés, mais la division qui est là-bas, c'est le partenaire qui crée la division. C'est-à-dire, ces hommes à lui, ils sont là-bas à la plage, derrière lui. Ils vont derrière nous à la commune en disant que ce sont les membres de l'association qui nous ne sommes pas unis. Tandis que l'association, nous sommes unis.
Une bagarre a éclaté lundi soir entre les antagonistes, causant des dégâts matériels, nous explique le chargé des opérations à la plage de Takonko. Ils sont venus ici, il y avait des machettes, des pioches. Juste, ils ont trouvé certains clients. Ils ont soulevé des clients avec la force. Ils ont foncé le bar. Ils ont pris toutes nos chaises, nos tables, plus les amplis. Ils ont foncé le bar. Ils ont pris de l'argent là-bas. 2 jours de recettes, plus encore l'argent de stock. Entre-temps, ils ont brûlé la case aussi. Vers 23h, ils ont brûlé une case. Donc, on était déjà dépassé par rapport à ça. Après moult interventions entre les deux camps, le maire de la commune de Ratoma a dans un arrêté interdit l'accès à la plage aux 2 groupes en conflit. Il y a une association de jeunes de Takonko qui regroupe 2 groupes. Et ce sont ces 2 groupes-là qui ne s'entendent pas. Il y a souvent des conflits entre eux. Et c'est pourquoi nous avons demandé au niveau de la commune qu'ils viennent à ce niveau. Pour le moment, on arrête le fonctionnement de la plage jusqu'à nouvel ordre. J'en ai fait référence à monsieur le gouverneur de la ville de Conakry pour que ces 2 groupes de jeunes qui, nous pensons, travaillent pour la même cause, la commune de Ratoma, parce que nous faisons tout cela pour aider les jeunes à se relever de leur torpeur un peu. Mais si nous voyons que les jeunes ne s'entendent pas, on ferme la plage momentanément pour essayer de voir comment on peut trouver une solution. Donc c'est ce qui s'est passé au niveau de là-bas, de la plage de Takonko. C'est fermé provisoirement et les 2 groupes rivaux qui sont là-bas, qui ne veulent pas s'entendre, sont interdits de séjour au niveau de la plage jusqu'à nouvel ordre. Selon nos informations, plusieurs jeunes du camp de Ousmane Bangoura seraient arrêtés et déférés à l'éco-3 de la gendarmerie de Matam. Ils demandent leur libération. À défaut, les jeunes menacent de reprendre la rue pour, disent-ils, être rétablis dans leurs droits. La Fondation KPC vient d'offrir 3 forages et aménager le cimetière pour les habitants de Kagbélin dans la préfecture de Dubreka, un ouf de soulagement pour les habitants de la localité qui ont vivement salué le geste. Compte rendu Aminata Will Kamara et Yacouba Traoré. 3 forages, un dans le secteur Bafon, un autre au secteur Mouloukouya et un dernier installé dans le secteur des Rails. La rénovation du cimetière à Kagbélin dans la préfecture de Dubreka, ces gestes sont l'œuvre de la Fondation KPC pour Humanitaire. Ces actions que nous mettons en place mettent en lumière toute l'importance de l'attachement de la Fondation KPC pour l'Humanitaire aux valeurs de partage et de solidarité. Depuis plusieurs années, nous assistons les populations locales et nous les accompagnons financièrement dans leurs initiatives de développement communautaire qui visent à améliorer leurs conditions de vie. Le besoin en eau potable a été identifié dans cette localité et notre fondation s'est engagée en réhabilitant le cimetière de Kagbélé et en mettant à la disposition des populations locales 3 forages entièrement équipés d'un coût total de 379 millions. Selon ses habitants, le manque d'eau potable était leur principale préoccupation. Ils en ont souffert, comme le témoigne cette dame. La joie est immense chez les habitants de la localité qui d'ailleurs n'ont pas manqué de la manifester. La rénovation du cimetière est d'une importance capitale. D'ailleurs, c'est la dernière demeure de l'homme, a fait savoir le chef de quartier. Précise également que les chiens venaient déterrer les os de certains corps enfouis dans le sol. Je commence d'abord par le cimetière. Le cimetière que KPC a eu à faire pour nous, ça serait vraiment utilisé comme il faut. Vous savez, le cimetière n'a pas de problème. Il suffit seulement d'enterrer les gens et puis vous refermez. Ça, il n'y a pas de problème. Mais et les forages? Les forages, comment ça serait utilisé? Il faudrait qu'il y ait une gestion au niveau du forage. Cette cérémonie de remise de dons a connu la présence des autorités de la localité. Elle a eu lieu au siège du quartier Kagbélin Plateau.
Une lecture du Saint-Coran a mis fin à la cérémonie. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.